Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Eckhart Tolle. Eckhart Tolle est un auteur canadien né en 1948. Il s'est fait connaître en 1997 avec la publication de son livre Le pouvoir du moment présent, un best-seller mondial, traduit dans 33 langues. Et si ce livre a eu autant de succès à travers le monde, cela tient probablement à deux raisons. La première raison étant sa grande accessibilité. C'est un livre qui se lit très facilement. Et la deuxième raison tient sans doute au sujet même du livre et à sa promesse, qui est de nous expliquer comment accéder immédiatement au bonheur. Alors bien entendu, quand on entend ça, on est en droit d'être un peu sceptique. On est en droit d'être un peu sceptique parce que des livres qui nous promettent de nous donner la clé du bonheur, il y en a un paquet. Et nous ne sachons pas que ces livres aient effectivement rendu l'humanité plus heureuse. Pour autant, est-ce que ça veut dire que le livre d'Eckhart Tolle n'a rien à nous apprendre ? Eh bien non. En l'occurrence, ce livre a des choses à nous apprendre. J'ai bien conscience que, pour beaucoup, parler d'un livre qui a pour titre « Le pouvoir du moment présent », c'est suffisant pour en disqualifier le contenu par avance. C'est suffisant pour se dire qu'on va encore avoir affaire à un énième livre de développement personnel ou de spiritualité bon marché. Eh bien, ce que je vais tenter de vous montrer aujourd'hui, c'est que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air, et qu'au-delà de l'aspect recette du bonheur, on trouve dans le pouvoir du moment présent une véritable proposition philosophique, que nous allons explorer et analyser durant cet épisode. Alors, sur le plan biographique, Eckhart Tolle a grandi en Allemagne. Il part vivre en Angleterre, où il devient professeur d'allemand et d'espagnol. Et alors qu'il souffrait d'une dépression, à l'âge de 29 ans, il va vivre une expérience mystique. Une sorte de nuit de feu pascalienne, à l'issue de laquelle il prend conscience, ce sont ses mots, de la perfection du monde et de l'illusion du temps. Et la prise de conscience d'Eckhart Tolle va encore plus loin, puisqu'il comprend d'où vient la souffrance de l'homme moderne, car selon lui, si nous souffrons, ce n'est pas en raison de nos conditions de vie, ce n'est pas en raison de notre situation matérielle objective, mais de notre tendance à nous infliger nous-mêmes de la souffrance, une souffrance qu'il appelle la souffrance mentale. Et la thèse d'Eckhart Tolle, c'est que cette souffrance mentale, nous avons le pouvoir d'y mettre un terme. Alors avant d'en arriver là, avant d'en arriver au moyen de mettre un terme à cette souffrance, expliquons un peu ce qu'Eckhart Tolle nomme la souffrance mentale. La souffrance mentale, c'est notre tendance, on pourrait même dire notre besoin, de penser à des choses qui nous font sortir du moment présent. C'est le fait d'être en train de faire quelque chose et de penser à des choses qui n'ont aucun rapport, c'est-à-dire à des choses qui n'ont pas d'utilité ni de pertinence dans la situation présente. Donc on va prendre quelques exemples pour rendre tout ça un peu concret. Par exemple, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner et vous pensez au fait que vous devez appeler votre banquier, que vous devez passer récupérer un colis à la poste, que vous devez racheter du café. Vous êtes en train de conduire et vous pensez au travail. Vous pensez à la discussion que vous devez avoir avec votre patron, à sa réaction quand vous allez lui demander une semaine de congé. Bref, vous êtes en train de faire quelque chose, vous êtes physiquement occupé à quelque chose, mais vos pensées, elles, sont ailleurs. C'est quelque chose qu'on fait tous. On est en train de conduire, ou de travailler, ou même de parler avec des amis, et tout à coup, on pense à autre chose. À des choses sans rapport avec la situation présente. Et ce que remarque Eckhart Tolle, c'est que ces pensées qui occupent notre esprit à chaque instant, on ne parvient pas à les arrêter. On ne parvient pas à maîtriser le flux de nos pensées. Elles s'introduisent dans notre esprit, pour ainsi dire,
sans y avoir été invité. Et une pensée succédant à une autre, notre esprit se retrouve saturé de pensées. Notre esprit devient un vacarme incessant de pensées. Autrement dit, le problème n'est pas tant que notre esprit soit occupé par des pensées. Le problème est que ces pensées prennent un caractère compulsif. Un caractère compulsif, c'est-à-dire un caractère non maîtrisable. On ne maîtrise pas le flux des pensées qui nous traversent. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que ne pas pouvoir cesser de penser, être sous l'emprise de la pensée, c'est ne plus être libre. Épictète disait qu'être sous l'emprise de ses émotions, c'était en être l'esclave. Et bien de la même façon, Eckhart Tolle considère qu'être sous l'emprise de ses pensées, c'est être l'esclave de son mental. Et c'est pour ça qu'Eckhart Tolle voit dans la pensée compulsive quelque chose de l'ordre de la pathologie. Pathologie au sens de pathos. Le pathos, c'est la souffrance. Et le pathos, c'est en même temps ce qu'on subit. Étymologiquement, souffrir, c'est subir. La pensée compulsive est une souffrance parce qu'elle fait de notre esprit un territoire occupé. Un territoire dont nous avons perdu le contrôle. Et si la pensée compulsive est une souffrance, c'est aussi parce qu'elle est une dispersion de notre énergie attentionnelle. Et donc, une dispersion de notre énergie tout court. Ça épuise de penser tout le temps. Ça consomme. Donc c'est ça pour Eckhart Tolle, le mal moderne, cette pensée compulsive qui ne nous laisse jamais en repos. Et le fait est que nous sommes une grande majorité à avoir fait la pensée compulsive notre état ordinaire, notre état permanent. Si là, tout de suite, je vous demande de ne penser à rien, de faire le vide mental, vous allez voir à quel point c'est difficile. Alors que la demande est on ne peut plus simple. Ne pensez à rien. Mais on sait que ce qui est facile est difficile à l'être humain. Ne pensez à rien, beaucoup de personnes vous diront même que c'est impossible. Cérébralement impossible. Qu'on a toujours quelque chose en tête. Eh bien, on va voir que si, il est possible de faire taire le bruit mental à l'intérieur de nous, mais avant ça, il faut que je précise quelque chose d'extrêmement important à propos de la pensée compulsive, sinon quoi, on risquerait de faire à Eckhart Tolle un mauvais procès. Ce que dit Eckhart Tolle, ce n'est pas qu'il ne faut pas penser. Il ne nous dit pas que la pensée est un problème. Ce qu'il nous dit, c'est que le besoin de penser est un problème. C'est que l'addiction à la pensée est un problème. À moins d'aimer vivre dans une prison mentale. Eckhart Tolle nous dit, la pensée est un outil. Or, un outil se définit par son utilité. Outil, utile, c'est le même mot. Or, dans quoi réside l'utilité de la pensée ? Elle réside dans la compréhension. On pense pour comprendre. Pour comprendre, pour connaître, pour prendre une décision, bref, on pense pour résoudre. Pour qu'il y ait pensée, il faut qu'il y ait quelque chose à résoudre. Or, la pensée compulsive n'est pas motivée par la résolution. Elle est même motivée par l'absence de résolution. Elle est motivée par sa propre conservation. Elle est motivée par sa perpétuation comme pensée. Et ça, c'est la raison pour laquelle le mental aime créer des problèmes. Parce qu'il s'en nourrit. Parce qu'il a besoin d'être occupé par des problèmes. Remarquez que quand je dis occupé, c'est dans les deux sens du terme. Occupé au sens d'avoir pris possession, mais aussi occupé
au sens de divertir. La pensée compulsive n'a pas pour but de nous aider à résoudre des problèmes. La pensée compulsive a pour seul et unique but de combler notre besoin de ressasser et de nous triturer l'esprit. On aime penser à des choses inutiles. On aime remuer notre marmite mentale. On aime tellement ça que lorsqu'on nous donne la solution au problème, on reste focalisé sur le problème. On tient à notre problème. On existe à travers lui. En se plaignant d'un problème, on se crée une occasion de remplir le vide mental. Parce que ce vide nous effraie. On se plaint pour être plein. Et si une solution au problème est apportée, il faudra relancer le problème. Le fameux « oui, mais ». Oui, mais, ça veut dire « merci pour la solution, mais je ne cherche pas de solution. Je cherche seulement à faire exister mon problème. » Ça peut sembler une façon un peu expéditive de formuler les choses, mais on fait tous l'expérience de cette pensée compulsive dans laquelle on se complaît et à laquelle on va absolument donner une justification. On dira que la pensée a toujours une utilité. Et effectivement, la pensée a toujours une utilité. Ne serait-ce que pour le plaisir de la gymnastique intellectuelle. Mais il n'empêche que si vous n'êtes pas en capacité d'interrompre vos pensées, de les interrompre pendant un intervalle de 10 secondes, et vous pouvez faire l'essai en mettant cet épisode en pause, eh bien, c'est que votre mental n'est plus votre instrument, mais que vous êtes devenu l'instrument de votre mental. Vous n'êtes plus sujet de la pensée, vous êtes devenu l'objet de la pensée. Vous êtes devenu esclave du mental. Je cite. L'incapacité à s'arrêter de penser est une épouvantable affliction. Nous ne nous en rendons pas compte parce que presque tout le monde en est atteint. Nous en venons à la considérer comme normale. Cet incessant bruit mental vous empêche de trouver ce royaume de calme intérieur qui est indissociable de l'être. L'identification au mental crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements et de définitions qui empêche toute vraie relation. Cet écran s'interpose entre vous et vous-même, entre vous et votre prochain, entre vous et la nature, entre vous et le divin. C'est cet écran de pensée qui amène cette illusion de division, l'illusion qu'il y a vous et un autre, totalement séparé de vous. Le mental est un magnifique outil si l'on s'en sert à bon escient. Dans le cas contraire, il devient très destructeur. Plus précisément, ce n'est pas tant que vous utilisez mal votre mental, c'est plutôt qu'en général, vous ne vous en servez pas du tout, car c'est lui qui se sert de vous. Et c'est cela la maladie, puisque vous croyez être votre mental. C'est cela l'illusion, l'outil a pris possession de vous. La différence entre la pensée compulsive et la pensée maîtrisée, c'est que la pensée compulsive est non seulement involontaire, mais elle est également décorrélée de la situation que vous êtes en train de vivre. La pensée compulsive, c'est une bulle spéculative. Une bulle sans contact avec la réalité présente. Et qui surtout n'a pas intérêt à être en contact avec la réalité présente, parce que le moindre contact avec cette réalité la ferait éclater. À l'inverse, la pensée maîtrisée a une utilité. Elle a une pertinence parce qu'elle est en contact avec la réalité présente. Quand vous réfléchissez à l'endroit où vous avez posé vos clés parce que vous en avez besoin pour fermer la porte derrière vous, c'est utile. Votre pensée est corrélée à la réalité. En revanche, pensez au moment que vous avez passé avec telle personne qui n'est plus là, ou pensez au fait que vous avez un examen à passer dans une semaine, ou qu'un jour vous allez mourir, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile tout simplement parce que votre pensée n'apporte aucun élément dont vous ne disposiez pas déjà avant d'y penser. Ça répond seulement à un besoin de penser. Un besoin incontrôlable. Repensez à l'une de nos expériences passées dans laquelle on avait commis une erreur
pour ne pas reproduire cette erreur dans le présent, c'est utile. Mais repenser sempiternellement à cette erreur, se rejouer ad nauseam le film de nos erreurs, ce n'est plus de la pensée. C'est du masochisme. Pour prendre une analogie, on admet que le fait de ne pas pouvoir se retenir de manger, le fait d'être sous l'emprise d'un besoin de manger, c'est un problème. On appelle ça l'hyperphagie ou la boulimie. C'est un trouble du comportement alimentaire. Mais le fait de ne pas pouvoir se retenir de penser, est-ce que ce n'est pas également problématique en termes de bien-être et de santé psychologique? Parce que, dans les faits, la pensée compulsive, c'est une boulimie mentale. L'hypercogitation, le besoin irrépressible de créer des scénarios mentaux, de penser inlassablement à des choses sur lesquelles on n'a aucune prise, ou sur lesquelles on ne veut pas en avoir, c'est de la boulimie mentale. La différence, c'est que nous sommes tous sujets à cette boulimie mentale. Et donc, si on devait considérer la pensée compulsive comme un trouble, il faudrait alors reconnaître que nous sommes tous malades. C'est un peu coûteux. Donc je le répète une dernière fois parce que je sais qu'on s'accroche souvent à cet argument qui n'en est pas un. Il ne s'agit pas de dire que le mental est foncièrement mauvais, ou même qu'il est inutile. Il s'agit de dire que le mental est un formidable outil lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, mais qu'il devient notre bourreau dès lors qu'il échappe à notre contrôle. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec le mythe de Prométhée, le don du feu aux hommes. Le feu représente la connaissance, il représente la pensée, et lorsque le feu est maîtrisé, l'homme est armé face au monde. Il peut créer des outils, il peut se chauffer, s'éclairer, et quand le feu n'est plus maîtrisé, c'est l'incendie. La connaissance fonctionne de façon similaire. Elle est notre outil de survie, elle est l'instrument de notre élévation, mais non maîtrisée, elle débouche sur la bombe atomique. Elle débouche sur l'autodestruction. Le fait que le mental soit devenu la principale source de souffrance chez l'être humain ne vient pas seulement du fait que la pensée compulsive échappe à notre contrôle. Cela vient aussi du fait que la pensée compulsive correspond à ce que les stoïciens appelaient une agitation de l'âme. Alors, analysons un peu ça. En français, le repos de l'âme, c'est ce qu'on appelle la quiétude. La quiétude, qu'on retrouve d'ailleurs dans le mot anglais quiet, c'est le calme intérieur. C'est lorsque notre esprit n'est perturbé par aucune émotion ni aucune pensée parasite. Et à l'inverse, l'agitation de l'âme, c'est l'inquiétude. L'inquiétude étant la préoccupation mentale, ce qu'Heidegger appelait le souci. Et pourquoi ce lien entre pensée compulsive et inquiétude est-il révélateur? Parce qu'il met en relief le fait que le mental se nourrit de scénarios pessimistes. Et que plus on est soumis à la logique du mental, autrement dit, plus on est sous l'emprise de la pensée compulsive, plus on hébergera en nous de l'inquiétude. Quand votre conjoint est en retard et qu'il ne répond pas à vos messages, vous allez avoir une tendance naturelle à vous inquiéter. À vous inquiéter, c'est-à-dire à imaginer le pire, à imaginer des scénarios pessimistes. Il a peut-être eu un accident. Ou alors, il est avec une autre femme. Ou alors, il a rencontré une femme lors d'un accident et il est parti avec elle. On pense rarement à des choses joyeuses quand on est inquiet. C'est un peu le principe de l'inquiétude. L'inquiétude, c'est une passion de négativité. C'est la passion qui nous porte à hypertrophier la probabilité d'un scénario négatif. Et là où ça pose problème, c'est que le fait de penser à des scénarios négatifs va nécessairement produire en nous un sentiment négatif. Le sentiment associé au scénario négatif. Donc pour le dire clairement,
quand on pense à un malheur, on rend ce malheur réel. On le rend réel en nous. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous pensez à quelque chose qui vous énerve? Vous vous énervez. Et quand vous vous énervez, vous vous infligez de la souffrance. Une souffrance qui, au passage, ne changera rien à la situation qui vous énerve. Repensez au conducteur qui vous a grillé la priorité sur la route, ça ne changera rien au fait qu'il vous a grillé la priorité. Ça ne fera que prolonger votre énervement dans le présent. En d'autres termes, la pensée négative crée une réalité négative qui est la réalité de l'émotion. Donc en créant de la pensée négative, vous créez de la souffrance parce que vous créez de l'émotion négative. Il y a du stoïcisme dans cette vision. L'idée que les émotions sont des flèches tournées vers soi. On est la première cible de ces émotions. Être en colère, avoir peur, regretter, c'est une souffrance qu'on s'inflige d'abord à soi-même, avant de l'infliger aux autres. Et c'est pour ça que c'est très important de garder à l'esprit que quand on parle de souffrance mentale, on parle d'une souffrance dont les effets sont très réels. Vous savez, c'est la fameuse phrase qui dit « ça n'existe pas, c'est dans ta tête ». Oui, mais sauf que si c'est dans ma tête, c'est dans mon corps. Donc ça existe. La tête, ça régit un peu tout le reste. Si le circuit mental pouvait tourner indépendamment du circuit émotionnel et corporel, il n'y aurait pas de problème. Mais ça marche pas comme ça. Le psychologique influe sur le physiologique. Le stress, l'anxiété, la dépression, ce n'est pas juste dans la tête. Avoir la boule au ventre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc la deuxième raison pour laquelle la pensée compulsive crée de la souffrance mentale, outre son caractère incontrôlable, c'est son caractère anxiogène. C'est le fait qu'elle projette constamment sur la réalité une ombre de mélodrame et de négativité. La pensée compulsive, c'est ce qui fait de nous des éternels inquiets. Maintenant, pour comprendre comment il est possible de sortir de la pensée compulsive, de mettre fin à l'incessant bruit mental, il y a une dernière chose dont il faut tenir compte. C'est le fait que nos projections mentales se font quasiment toujours dans deux directions temporelles. Le passé et le futur. On repense au passé qui n'est plus, ou on imagine le futur qui n'est pas encore. Examinez vos propres pensées et constatez à quel point il vous arrive souvent de repenser au passé et d'imaginer l'avenir. La projection dans le passé, ça porte un nom, c'est le souvenir. Le souvenir n'étant jamais que la réécriture au présent des expériences passées. Et donc qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous vous souvenez? Eh bien, il se passe que vous rapatriez mentalement votre passé dans votre présent. Vous remplissez votre présent de votre passé. Et en faisant ça, vous produisez un phénomène qui est la dissociation mentale. La dissociation mentale, c'est la création d'un moi virtuel qui occupe l'esprit du moi réel. Le moi réel étant le moi présent. Donc vous allez repenser à vos échecs, vous allez repenser aux choses que vous regrettez, vous allez repenser à ce que serait devenue votre vie si vous aviez agi comme ci plutôt que comme ça, bref, vous allez ressasser. Et ressasser, ça veut dire importer dans le présent l'émotion et l'énergie du passé. Vous rendez présente l'émotion issue de vos regrets, de vos peurs ou de vos échecs. C'est ça, le souvenir. C'est la scission de votre moi en deux moi, un moi présent et un moi passé, et qui fait que le moi présent est présent physiquement, mais pas mentalement, tandis que le moi passé est passé physiquement, mais présent mentalement. Donc votre moi est dissocié.
Même chose pour le futur. La projection dans le futur, c'est le fait d'être déjà installé mentalement dans une situation qui n'est pas encore physiquement présente. La projection dans le futur, c'est par exemple la déprime du dimanche soir. La déprime issue de la conscience que vous allez bientôt devoir reprendre le travail. Autrement dit, issue de la projection d'une situation désagréable à venir. Vous remarquez d'ailleurs qu'on rejoint ce qu'on disait précédemment, à savoir que quand on se projette mentalement dans une situation, la pensée de cette situation devient réelle de par l'émotion qu'elle génère. Parce qu'on est bien d'accord que penser à une situation ne rend pas cette situation réelle. Oui, mais sauf que quand on pense à une situation, on déclenche une réaction émotionnelle liée à la projection dans cette situation. Donc on fait de cette situation une réalité présente. Et donc là encore, le moi se retrouve divisé entre deux réalités. La réalité présente qu'on habite physiquement mais pas mentalement, et une réalité passée ou future qu'on habite mentalement à défaut de pouvoir l'habiter physiquement. Dans les deux cas, projection dans le passé ou projection dans le futur, on est divisé. Dans les deux cas, on sort de soi. C'est ça, être dissocié. C'est vivre dans ses pensées. Et vivre dans ses pensées, c'est vivre en dehors de soi. Car c'est passer à côté de tout ce que le présent nous présente. Un mot quand même pour dire qu'Eckhart Tolle n'oublie pas de prendre en compte le fait que la pensée issue de la peur peut parfois être très utile. La peur, c'est un message d'alerte qui nous avertit d'une menace. Et ne pas tenir compte de ce message, c'est aller au-devant de quelques déconvenues. Si je n'avais pas peur de me faire écraser par une voiture, est-ce que je regarderais à droite et à gauche avant de traverser ? Probablement pas. C'est bien l'anticipation d'un danger futur qui me pousse à être prudent. Oui, mais sauf que là, on est dans le cas de ce dont on parlait tout à l'heure, à savoir une pensée utile. On est dans le cas d'une pensée pertinente par rapport à la situation présente. Eckhart Tolle ne dit pas qu'il ne faut pas anticiper. Ce serait idiot. Il nous dit qu'il faut anticiper quand l'anticipation a une utilité et une pertinence. Quand Homo sapiens faisait des réserves de nourriture pour anticiper l'hiver, sa peur de manquer était utile. Sa peur était un message pour lui dire qu'il fallait accumuler des réserves. Mais une fois que la peur a joué son rôle de message, une fois qu'elle a joué son rôle d'information, elle n'a aucune raison de rester. Parce que sinon, on passe sa vie à avoir peur de tout ce qui pourrait arriver. On passe sa vie à redouter un danger, au lieu de tout simplement s'y préparer, tout en gardant à l'esprit que certains dangers sont impossibles à prévoir. Et qu'en règle générale, face à un danger immédiat, c'est l'instinct de survie qui prend le relais. La plupart de nos émotions ne proviennent pas de ce qui est. La plupart de nos émotions proviennent de ce qu'on imagine pouvoir être. On retrouve ici l'idée stoïcienne selon laquelle ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils projettent sur les choses. Pour être malheureux, il n'y a pas besoin d'être pauvre, malade ou seul au monde. Il suffit de penser au pire. Et s'il suffit de penser au pire pour être malheureux, Eckhart Tolle nous dit qu'il suffit de s'abandonner au moment présent pour trouver la clé du bonheur. C'est ce qu'il appelle remplacer la pensée par la présence. La présence, c'est quelque chose que le mental a du mal à comprendre. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment conceptualiser. Être présent, ça signifie tout simplement que toute votre attention est concentrée sur ce qui est en train d'être. Être présent,
Ça signifie qu'aucune pensée, qu'aucune activité mentale ne vient troubler votre expérience de ce qui est. Alors dit comme ça peut paraître un peu creux. Ne pas troubler notre expérience de ce qui est. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, notre expérience de ce qui est? C'est pas évident. Alors plutôt que d'essayer de vous l'expliquer par des concepts, parce que le concept, c'est l'outil du mental. Or, le mental n'est pas câblé pour comprendre le moment présent. Je vais vous proposer une petite expérience de pensée. Imaginez que vous êtes face à un écran noir, et que sur cet écran se déplace un point blanc. Donc imaginez le point blanc qui se déplace, et le but du jeu, ça va être de lever la main aussitôt que le point blanc aura disparu de l'écran. Donc si vous n'êtes pas concentré sur le point, si vous pensez à autre chose ou que vous vous laissez distraire, vous n'allez pas être réactif. Pour être réactif, il faut que votre attention soit tout entière focalisée sur ce point. Que votre attention ne fasse qu'un avec ce point. Donc allons-y, imaginez l'écran, imaginez le point blanc qui se déplace, vous le suivez des yeux, il rebondit quand il touche le bord de l'écran, il continue à se déplacer, vous ne le quittez pas des yeux. Et maintenant, le point blanc disparaît. Et maintenant que le point blanc a disparu, je vais vous poser une question. À part ce point, à quoi d'autre avez-vous pensé pendant que vous suiviez sa trajectoire? Si vous étiez pleinement concentré sur le point, la réponse est très simple. À rien. Vous n'avez pensé à rien parce que toute votre attention était accaparée par ce point. Parce que vous ne faisiez qu'un avec votre perception. Et si vous ne faisiez qu'un avec votre perception, ça signifie que vous ne faisiez qu'un avec le moment présent. Se connecter au moment présent, c'est concentrer toute son attention sur ce qui est. C'est ça, la présence. L'investissement intégral de notre attention à ce qui est. C'est d'ailleurs pour ça que, quand on vit une expérience intense en termes de sensations, on ne pense à rien. On ne pense à rien d'autre qu'à ce qu'on est en train de vivre. On ne pense même pas au temps qui s'écoule. Et donc, vivre dans le moment présent, c'est transformer chaque instant en occasion d'être attentif. C'est transformer chaque situation en spectacle sensoriel. Parce que chaque instant regorge de vie, regorge de mouvement, regorge d'être. À chaque fois que vous posez votre regard sur le monde, vous posez votre regard sur le monde en train d'être. Et c'est l'être lui-même qui apparaît sous vos yeux. Être connecté au moment présent, ça veut dire que dès qu'on prend le temps d'observer le monde, dès qu'on prend le temps d'être attentif aux moindres détails qui composent notre expérience, pour peu qu'on investisse toute notre puissance de concentration dans ce qui est en train d'être, on oublie le temps et on oublie de penser. Quand on est concentré sur le moment présent, le bruit mental cesse de lui-même. Parce que notre attention ne peut pas être totalement ici et en même temps ailleurs. Si l'attention au présent est totale, l'attention au reste est égale à 0. On disait tout à l'heure que, sous l'emprise du mental, l'être humain est dissocié. Il est divisé entre son moi réel et son moi virtuel. À l'inverse, dans la présence, dans l'attention exclusive au moment présent, le moi réel est aligné avec le moi virtuel. Plus exactement, le moi virtuel n'existe plus.
Car le moi virtuel n'étant que la projection mentale du moi réel, si le moi réel est occupé par le moment présent, il ne peut plus être occupé par le passé ou par le futur. Et autant la notion de présence est une notion difficile à saisir par le mental, autant dans la pratique, c'est quelque chose dont nous pouvons facilement faire l'expérience. Quand vous êtes tellement absorbé par ce que vous êtes en train de vivre que vous en oubliez le temps, vous vivez le moment présent. Et donc l'enjeu, pour sortir du mental et accéder au moment présent à volonté, c'est de recréer l'expérience du point blanc sur l'écran avec les choses du quotidien. C'est de recréer en permanence les conditions de l'attention totale à ce qui est. De contempler votre environnement comme s'il se renouvelait à chaque seconde. Vous êtes en train de conduire. Observez la route. Observez la ligne blanche. Observez la voiture qui est devant vous. Observez votre compteur de vitesse. Pas seulement pour savoir à combien vous roulez, mais aussi pour le contempler. Vous parlez avec un ami. Observez-le. Écoutez attentivement chaque mot qu'il prononce. Concentrez-vous sur sa voix, sur son intonation, sur ce que disent ses yeux. Observez votre respiration. Concentrez-vous sur la sensation de l'air qui rentre dans vos poumons, de l'air qui en sort. C'est ça, le moment présent. Ce n'est rien d'autre que ça. L'attention pleine et entière à ce qui est en train d'être. Notre erreur, c'est de considérer que ce qui a été vu 1000 fois ne mérite plus d'être observé avec attention. C'est dramatique. Parler du moment présent, c'est parler de quelque chose dont on ne peut pas parler. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'on tente de parler du présent, on le fait à partir du mental. Or, le mental ne peut pas comprendre la nature du présent. Quand on veut définir le présent, on dit que c'est l'intermédiaire entre le passé et l'avenir. Le problème de cette définition, c'est de savoir ce que veut dire intermédiaire. Parce que si on ne peut définir le présent que par opposition au passé et au futur, ça veut dire qu'on déplace le problème davantage qu'on ne le résout. Saint Augustin disait à propos du temps que c'était quelque chose d'impossible à définir parce que la pensée n'a accès qu'au passé et au futur. L'erreur de Saint Augustin, c'est d'avoir écarté un peu trop rapidement une deuxième hypothèse. Cette hypothèse, c'est que seul le présent existe. Seul le présent existe. Ça, vous voyez, par exemple, c'est une affirmation que le mental ne peut pas accepter. Parce que ça entre totalement en contradiction avec sa logique, à savoir la logique de la temporalité. Le mental ne peut évoluer que dans la temporalité. Passé et futur. Souvenir et anticipation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le mental a besoin du temps. Or, être présent, ça signifie justement abolir le temps. Ça signifie sortir de la logique mentale du temps. Et donc, ne plus être affecté par le temps. Ça ne veut évidemment pas dire que le temps s'arrête autour de nous, mais ça veut dire qu'il disparaît de notre tête. Et en disparaissant de notre tête, disparaît avec lui la souffrance mentale. À chaque fois que vous avez vécu quelque chose, vous l'avez vécu au présent. Tout ce qui va vous arriver dans le futur, ça va aussi vous arriver au présent. Donc finalement, tout ce qu'on vit, on le vit toujours
au présent. Et même quand on parle du passé, on le fait toujours à travers les yeux du présent. On reconstruit au présent le souvenir du passé. Quand on parle de l'avenir, on en parle à partir de notre situation présente. On se construit une image de ce qui sera, et bien souvent, on constatera ensuite à quel point on était loin de la réalité. Donc quoi qu'on fasse, on est toujours dans le présent. Tout ce qu'on vit, on le vit au présent. Tout ce qu'on pense, on le pense au présent. La conclusion de ce qu'on vient de dire, c'est que, pour le mental, le présent n'existe pas. Mais, pour nous, il est la seule chose qui soit. Le mental adore créer des problèmes. Il va faire un tour dans le passé et il ramène des problèmes. Un projet jamais terminé, une dispute jamais réglée. Il va faire un tour dans le futur et il ramène des problèmes. Le crédit de la maison, le vieillissement, la mort. Le passé et le futur sont des trésors à problèmes. Parce que par définition, les deux sont inaccessibles. Les deux sont hors de portée. Et ça arrange parfaitement les affaires du mental. Parce que ça le nourrit. On l'a dit, le mental disparaît dans l'attention au moment présent. Pourquoi ? Parce que aucun problème n'existe au présent. Ce qui existe au présent, ce sont des situations. Or, le problème, c'est la projection d'une situation. Donc, ce qui fait que le problème est un problème, ce n'est pas la situation. C'est le statut de problème qu'on lui accole mentalement. Le problème, c'est l'extrapolation d'une situation sous forme de projection pessimiste qui n'apporte rien à la résolution du problème. Une situation risquée va requérir de la prudence. On est d'accord. Une situation de danger immédiat va requérir une réaction. On est toujours d'accord. Mais ces situations ne vont pas requérir de la pensée. Elles vont requérir de l'attention. Qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile de vivre dans le moment présent ? C'est le fait que nous soyons attachés à notre mental. Et pourquoi sommes-nous attachés à notre mental ? Parce que nous nous identifions à lui. Depuis que nous sommes enfants, nous apprenons à nous définir. On commence par apprendre à dire son prénom, puis à l'écrire. À l'école, on fait des rédactions pour se décrire, pour parler de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas. On sort de l'école, on trouve un métier, et ce métier devient alors ce qui nous définit socialement. On vit des expériences amoureuses, sentimentales, amicales. Ces expériences nous forgent, elles nous sculptent. Et plus les années passent, plus les pages de notre vie augmentent. Plus notre CV personnel prend de l'ampleur. Et c'est ça qu'on estime être notre identité. Notre vision de l'identité, c'est celle d'un historique. C'est celle d'une salle d'archives. Que seriez-vous sans vos dossiers ? Que seriez-vous sans ces dossiers qui témoignent de votre passé ? Dis-moi ce que tu as vécu, je te dirai qui tu es. Bien, cette conception de l'identité, Eckhart Tolle la récuse. Il la récuse parce que, pour lui, notre identité,
c'est l'être. Et l'être, nous y accédons par le moment présent. Je cite. Aux yeux de l'ego, le moment présent n'existe quasiment pas, car seul le passé et le futur lui importent. Ce renversement total de la vérité reflète bien à quel point le mental est dénaturé quand il fonctionne sur le mode égo. Sa préoccupation est de toujours maintenir le passé en vie, car sans lui, qui seriez-vous ? Il se projette constamment dans le futur pour assurer sa survie et pour y trouver une forme quelconque de relâchement et de satisfaction. Il se dit « Un jour, quand ceci ou cela se produira, je serai bien, heureux, en paix ». Même quand l'ego semble se préoccuper du présent, ce n'est pas le présent qu'il voit. Il le perçoit de façon totalement déformée, car il le regarde à travers les yeux du passé. Ou bien il le réduit à un moyen pour arriver à une fin qui n'existe jamais que dans le futur projeté par lui. Observez votre mental, et vous verrez qu'il fonctionne comme ça. Le secret de la libération réside dans l'instant présent. Quand vous avez atteint ce degré d'éveil, vous continuez à vous servir de votre pensée au besoin. La seule différence, c'est que vous le faites de façon beaucoup plus efficace et pénétrante qu'avant. Vous vous servez de votre mental principalement pour des questions d'ordre pratique. Vous n'êtes plus sous l'emprise du dialogue intérieur involontaire et une paix profonde s'est installée. Lorsque vous employez le mental, en particulier quand vous devez trouver une solution créative à quelque chose, vous oscillez toutes les quelques minutes entre la pensée et le calme, entre le vide mental et le mental. Le vide mental, c'est la conscience sans la pensée. C'est uniquement de cette façon qu'il est possible de penser de manière créative, parce que c'est seulement ainsi que la pensée acquiert vraiment un pouvoir. Lorsqu'elle n'est plus reliée au très grand royaume de la conscience, la pensée seule devient stérile, insensée, destructrice. Pour Eckhart Tolle, nous faisons erreur quand nous cherchons à nous définir. Quand nous cherchons dans notre expérience passée ou dans des projets futurs, des éléments qui permettraient de dire qui nous sommes. Ce que nous sommes, c'est très simple. Nous sommes des consciences. Et une conscience s'accomplit dans la présence au monde. Nous ne cessons pas d'être lorsque nous plongeons dans l'instant présent. Au contraire, c'est le seul moment où nous sommes réellement. Parce que c'est le seul moment où nous expérimentons l'être. La joie de l'être, c'est la prise de conscience que nous ne sommes pas notre mental, que nous ne sommes pas nos pensées. Car aussi longtemps que nous projetons sur le monde l'ombre malheureuse de nos peurs, de nos angoisses, de nos regrets, nous regardons la vie défiler sans y prendre part. Prendre part au spectacle de la vie, être acteur du spectacle de la vie, c'est cesser de voir la vie comme une évaluation permanente, comme un drame permanent. C'est cesser de voir la vie comme un chemin de croix semé de problèmes à résoudre. Quel problème avez-vous, là, maintenant ? Si vous avez un problème dans le présent, vous devriez déjà être en train de travailler à le résoudre. Car penser à un problème sans chercher à le résoudre ne servira qu'à l'alimenter et à lui donner davantage de force. En revanche, si vous constatez qu'il n'y a pas de problème, là, maintenant, si l'expérience du moment présent vous procure un sentiment de quiétude et de paix profonde, alors c'est que vous avez réussi à sortir de l'emprise du mental. C'est que vous avez pris conscience que dans le moment présent, aucun problème ne peut survivre. Et que vous possédez désormais la clé de votre libération, la clé de la présence au monde. Je vous remercie.